Bon, que vous ayez mal au ventre après chaque repas, comme Pierre, ou que vous vouliez simplement améliorer votre quotidien grâce à l'alimentation anti-inflammatoire, comme Marie, j'ai une bonne nouvelle. Ça peut être simple. On me dit très souvent que les bénéfices de l'alimentation anti-inflammatoire ont l'air incroyables, mais que la mettre en place, ça a l'air difficile, privatif, voire même radical. Pourtant, je vous rassure, quelques petites actions très simples peuvent créer un changement énorme. Alors aujourd'hui, on parle de Marie, de Pierre, d'Éric et Lila, qui ont tous des situations différentes, qui veulent mieux manger, mieux vivre, et je vais leur donner mes meilleurs conseils. Marie, globalement, dans sa vie, elle va bien, mais elle se sent un peu fatiguée, un peu trop souvent. Elle a une petite quarantaine d'années et elle se rend compte qu'avec l'âge, elle récupère un petit peu moins vite et que c'est de plus en plus difficile de garder sa silhouette de jeunesse. Donc rien de très grave, mais ce qui inquiète Marie, c'est qu'elle voit la génération au-dessus d'elle qui commence à avoir pas mal de problèmes. Son père a du prédiabète, sa mère a des difficultés avec de l'hypertension et un de ses oncles a la maladie d'Alzheimer. Du coup, elle tire pas la sonnette d'alarme, mais elle se dit que passer à l'action, ce serait certainement bénéfique dans sa vie au quotidien maintenant et pour très longtemps. Mais Marie, elle veut pas se prendre la tête. Elle a pas du tout envie de manger anti-inflammatoire chaque jour, tous les jours, et encore moins quand elle va au restaurant avec sa famille ou ses amis. Et dans cette situation, je la comprends parfaitement. Alors voici mes meilleurs conseils pour Marie. Marie, la première chose, elle est vraiment simple. Les boissons sucrées, tu vas les supprimer et passer sur des boissons light, attention je vais en parler juste après, du thé, du café ou de l'eau et mon petit préféré, les eaux aromatisées. Par rapport aux boissons light, c'est clair que les édulcorants, ce n'est pas l'idéal dans une alimentation totalement anti-inflammatoire. Mais dans ton cas, pour démarrer, remplacer même un coca plein de sucre par un coca light, c'est déjà un pas en avant. Si tu arrives à trouver du plaisir dans les eaux aromatisées, comme simplement une eau pétillante avec un peu de glaçon et un peu de citron, c'est très bien. Il y a aussi maintenant des marques qui font ça tout fait et c'est plutôt bon et il n'y a pas d'additifs de merde dedans. Et puis par rapport au thé, au café, etc., le seul truc, c'est de les boire nature. Pas de sucre, pas de lait, mais tu peux franchement boire tout ce qui te fait plaisir là-dedans. Avec ça, tu vas déjà commencer par réguler ta glycémie et avoir une énergie qui va être meilleure et on va pouvoir aller encore plus loin avec mon deuxième conseil qui va être d'équilibrer tes glucides au fur et à mesure de ta journée. Les glucides, Marie, c'est tout ce qui est du sucre, du bon, du mauvais, du lent, du rapide. On s'en fout. Pense simplement au pain, aux pâtes, aux biscuits, mais aussi à des choses plus naturelles comme des légumes, des fruits, certains tubercules comme la patate douce. Bref, les glucides sont un peu partout dans notre alimentation et on a tendance à en abuser sans forcément dépenser l'énergie qu'ils contiennent. Du coup, pour faire simple, ta portion de glucides du matin, je ne sais pas si c'est du pain par exemple, et celle du soir, imaginons que ce soit des pâtes ou des pommes de terre, eh bien, on va la diminuer à ce moment-là et on va la déplacer avant le sport si tu en fais. Pas de panique si tu n'es pas très sportive, c'est mieux de manger ça avant par exemple d'aller jardiner que de rester assis derrière ton ordinateur à bosser ou dans ton canapé pour mater ta série préférée. Le petit conseil en plus, c'est de manière générale de diminuer la quantité et l'index glycémique des glucides que tu vas manger, surtout comme je le disais, au repas du matin et à celui du soir. En faisant ça le matin, tu vas réguler ta glycémie pour toute la journée, tu vas avoir moins de fatigue, moins de coups de faim et du coup le fait de remplacer ça par des bonnes graisses et des protéines, ça va te tenir plus longtemps et tu vas avoir vraiment cette énergie plus diffuse, cette clarté mentale, éviter les pics comme ça un peu qu'on n'aime pas au fur et à mesure de la journée et en plus tu feras vraiment quelque chose de bon pour ta santé. Enfin, mon troisième conseil, il va concerner les huiles et les sources de graisse de manière générale. Malheureusement, on trouve encore trop dans notre alimentation d'huile de tournesol, de maïs, de soja, des graisses de palme, des graisses hydrogénées. On va trouver beaucoup trop de ces graisses transformées ou simplement inflammatoires par nature. Pour améliorer ta santé à long terme, te séparer de ces huiles est extrêmement bénéfique, surtout si tu les remplaces par de meilleures sources de graisse. Le ghee par exemple, c'est super, du beurre clarifié, le beurre de bonne qualité, c'est top aussi. Et puis au niveau des huiles, c'est vraiment olive, coco et dans une certaine mesure avocat si tu la trouves de bonne qualité, qui sont idéales. Mais attention, on va les prendre vierges
extra. Ma préférée, ça reste quand même l'huile d'olive, particulièrement en Europe où on a une qualité d'huile d'olive exceptionnelle quand on va la chercher au bon endroit. Les avocats, ce n'est pas une huile et pas une matière grasse à proprement parler, mais c'est vraiment un apport en graisse de bonne qualité. Et puis c'est facile à préparer, c'est facile à emporter, on peut en faire du guacamole, on peut le manger comme un snack. Bref, c'est vraiment un aliment que j'aime intégrer au niveau des graisses. Ce n'est pas une nécessité, mais ça va être bien meilleur que toutes ces merdes-là. Alors, avec tout ça, Marie, tes repas, ça ressemble à quoi? Marie, pour tes repas, fais simple, fais-toi plaisir, évite juste les choses catastrophiques que je viens de te mentionner. Et à côté de ça, tu peux simplement construire un repas autour d'une bonne source de protéines. Pense à du poisson, de la viande, des œufs. Et pourquoi pas de temps en temps le tofu si tu as envie de tester. Tu accompagnes toujours cette protéine d'une source de graisse de bonne qualité, on en a parlé juste avant. Et puis tu te fais plaisir avec les légumes et les tubercules que tu digères. Donc par exemple une poêlée de carottes, des patates douces au four, tu peux faire une petite salade composée. En gros, fais quelque chose qui va te nourrir, t'apporter des fibres, des vitamines et te faire plaisir. Un dernier petit conseil pour tes repas, n'oublie pas de mettre du goût. Mets des épices, mets des herbes, une petite vinaigrette, la sauce qui te fait plaisir, mets du cacao en poudre, de la cannelle, du gingembre, de l'ail. Fais en sorte que chaque repas te plaise sincèrement, tu feras quelque chose de bon pour ta santé et tu auras en plus envie d'y retourner. En plus de ça, Marie, je te rassure, tu vas bien. Tu ne dois donc pas être aussi radical que quelqu'un qui a des problèmes au quotidien. Mais tu me demanderas à quelle fréquence est-ce que je dois manger hyper sainement et quand est-ce que je peux faire des écarts. Eh bien toi Marie, je te recommande ce qu'on appelle le 80-20. 80% du temps, tu vas te focaliser sur une alimentation anti-inflammatoire avec les premiers principes que je t'ai donnés ici. Et puis si tu le souhaites, ceux que je donnerai à Pierre juste après. Et 20% du temps, tu vas être un peu plus relax. Tu vas peut-être intégrer un peu plus de pain, puis tu vas aller dans ton restaurant préféré, et malheureusement dans ce restaurant ils cuisent avec de l'huile de tournesol. Tu vas aller manger chez tes parents qui vont te préparer un truc un peu trop glucidique même le soir. Tout ça, c'est OK. À partir du moment où tu commences à aller vers une alimentation anti-inflammatoire, que tu fais des bons changements 80% du temps, les 20% restants, tu peux être un peu plus relax. Il sera toujours temps d'adapter ça si nécessaire par la suite. Et tu vas voir que je vais te dire un peu pareil à propos du jeûne et du jeûne intermittent. Même si on en parle tout le temps dans l'alimentation anti-inflammatoire, dans ton cas, c'est peut-être pas si important que ça. Le jeûne intermittent et le jeûne prolongé, on sait que ça a des bénéfices santé. Mais Marie, franchement, fais-le seulement si tu le sens. Il n'y a pas de nécessité à jeûner quand on va bien, quand on est en bonne santé. D'autant plus que les premiers changements anti-inflammatoires que tu vas faire vont avoir des résultats positifs dans ta vie. Donc jeûne si tu en as envie, tu peux tester par exemple le fameux 16-8 où tu termines ton repas du soir à 20h et tu t'alimentes seulement le lendemain à midi. Dans tous les cas, pense à bien boire de l'eau et ne te force pas. Fais-le par plaisir et pour prendre soin de toi. Par contre, tu vas voir que pour Pierre, c'est un petit peu différent. Avec ses problèmes à lui, il faudra jeûner un peu plus souvent. Pierre, il a tous les symptômes d'un côlon irritable. Il n'est pas tout à fait sûr d'avoir cette maladie-là, mais il a des ballonnements très régulièrement. Il se sent parfois avec des coups de fatigue terribles, vraiment genre fatigué, un petit peu déprimé. C'est compliqué pour lui de fonctionner quand il est dans cet état-là. Et puis il y a un truc qui l'inquiète un petit peu, même si c'est rien de grave pour le moment, c'est qu'il a un psoriasis qui va et qui vient. Il ne sait pas exactement d'où ça vient, ça l'inquiète pas vraiment, mais il se dit que c'est pas un signe de très bonne santé non plus. Et puis dans sa famille, c'est franchement compliqué. Son père traîne des problèmes cardiovasculaires depuis des années et sa mère se débat avec des douleurs articulaires, tendineuses, musculaires depuis très longtemps. Et puis 3 de ses grands-parents sont morts de ce qu'on appelle les maladies de civilisation. Du coup, Pierre, il veut vraiment se bouger les fesses pour aller mieux, mais il ne sait pas vraiment par quoi commencer. Les conseils de Marie, c'est cool, mais il a l'impression que lui, il devrait aller un peu plus loin. Et tu as raison Pierre, d'ailleurs la première chose à faire c'est te séparer des céréales. Et j'ai dit t'en séparer, ça veut surtout dire les remplacer. Je te dis pas qu'il faut arrêter de manger tous les glucides dans ta journée, mais en tout cas pâtes, pizza, pain, viennoiserie, biscuits, tout ce qui va être constitué de ces céréales qui abîment ton intestin en profondeur et qui nourrissent ton inflammation, il faut absolument les remplacer par des aliments beaucoup plus anti-inflammatoires comme la patate douce et d'autres tubercules. Tu peux penser à la carotte, le panais, etc. Et puis le riz blanc est aussi très souvent assez bien toléré, tout comme les fruits, on en parlera juste après, certains sont peut-être à surveiller. Mais tout ça, ce sont vraiment de meilleures sources de glucides dans ton alimentation que les produits à base des PSABO,
pommes de terre, seigle, avoine, blé et orge. Je sais qu'à la base, la pomme de terre n'est pas une céréale, mais je l'ai ajoutée dans l'acronyme parce que malheureusement, elle crée aussi son lot de problèmes chez les gens qui ont des troubles inflammatoires et digestifs comme toi. Je sais que tout ça, c'est pas très cool à entendre, mais ça peut créer un changement tellement important que je te recommande vraiment d'essayer pendant 3 à 4 semaines en étant relativement strict. On parlera de la radicalité un petit peu plus tard, mais une fois que ça c'est fait, si tu veux aller plus loin, je te recommande de t'attaquer aux produits laitiers. C'est assez simple au niveau des produits laitiers. Ce qu'on va faire, c'est essayer de se séparer au maximum des produits laitiers de vache et de les remplacer par des produits laitiers de brebis, voire de chèvres, pourquoi pas. Dans le lait de brebis, la caséine est différente, il y a moins de lactose, moins de facteurs inflammatoires et c'est la même chose pour les produits UHT que l'on va préférer cru. La seule exception qu'on va faire à ça, c'est le ghee dont j'ai déjà parlé, à savoir le beurre clarifié. Si tu trouves du beurre de bonne qualité, tu peux le prendre aussi. Idéalement, prends-le à base de lait cru parce que ça peut vraiment faire une grosse différence sur ta digestion et ta santé. Au passage, vu tes troubles digestifs, ça peut être vraiment sympa de trouver du lait de brebis ou de chèvre cru et d'en faire du kéfir. Tu peux le faire toi-même, c'est assez simple. Et ça peut améliorer tes troubles digestifs. Vas-y par contre progressivement parce que si les produits laitiers ne sont pas hyper faciles à passer pour toi, tu ne vas pas t'enfiler 1 litre de lait pour démarrer, mais un petit peu de kéfir de bonne qualité, ça peut améliorer la santé de ton intestin et donc la tienne à très long terme. Enfin, je voulais te parler des fruits et de leur association avec les protéines. Mais pas seulement les fruits, il y a aussi certains légumes que l'on va pouvoir mettre dans la même catégorie. En fait, ce sont les fruits et les légumes riches à ce qu'on appelle FODMAPs. Les FODMAPs, ce sont des sucres qui fermentent dans ton intestin. En fait, les bactéries présentes vont s'en nourrir. Et le problème, c'est que quand on les associe aux protéines, on peut avoir ce qu'on appelle de la putréfaction. Ça veut dire ces protéines qui vont venir aussi fermenter, en fait putréfier dans ton intestin et ça crée des dysbioses, ça crée des gaz qui sentent très mauvais et ça peut créer des troubles comme la diarrhée, la constipation, etc., etc. Donc moi ce que je te propose c'est plutôt d'éloigner ces FODMAPs de tes protéines et de trouver plutôt des fruits et des légumes qui sont pauvres dans ces sucres. Et si tu n'es pas trop au courant de quels fruits et légumes sont riches en FODMAPs, je te mettrai dans la description le lien vers mon guide de l'alimentation anti-inflammatoire dans lequel je te précise exactement tout ça avec des listes bien claires pour que tu puisses faire les meilleurs choix pour toi. Un petit truc en plus, je l'ai mis là en dessous, tu peux essayer aussi la choucroute. Et ouais, je sais que c'est un peu bizarre de recommander du chou à quelqu'un qui a des problèmes d'inflammation et de digestion, mais en fait, la choucroute étant tellement lacto-fermentée qu'elle peut aider aussi en repeuplant ton intestin de bonnes bactéries et en réapprenant aux bactéries présentes à digérer les fibres, parce que les fibres présentes dans la choucroute sont quand même plus faciles à passer que par exemple celles des poireaux qui font partie des légumes que je n'associerais franchement pas avec des protéines dans ton cas. Enfin, tu remarqueras que j'ai dit essaye parce que tout est question de voir comment toi tu te sens et ça, je t'en parle aussi dans la façon de gérer tes repas. Pour les repas, tu peux vraiment t'inspirer de ce que fait Marie, ça veut dire beaucoup d'aliments naturels avec une alimentation qui te convient, qui te plaît. J'ai vraiment envie que tu manges par plaisir aussi, mais tu vas devoir faire plus attention à tes symptômes. Tu as compris maintenant ce qu'il fallait retirer et remplacer le plus souvent possible, mais en plus de ça, je t'invite à faire attention, par exemple, quand tu manges certains légumes qui peuvent te créer quand même de l'irritation intestinale, un petit peu de fatigue, etc. Alors les légumes, on sait que ça peut être un gros bénéfice santé, mais dans l'instant T, ça peut valoir la peine de les sélectionner, prendre seulement ceux qui te conviennent bien. Et donc pour ça, le mieux, c'est que tu notes dans un cahier, voici ce que j'ai mangé, voici comment je me suis senti. Tu recoupes les données, tu fais toujours attention à ce que ton ventre te dit et c'est comme ça que tu trouveras finalement ce qui te convient. Maintenant Pierre, il y a un truc en plus, c'est que tu vas devoir être un peu plus radical que Marie. Ça ne veut pas dire que tu dois manger hyper strict tout le temps, mais il va quand même falloir gérer ça un petit peu différemment. Dans ton cas, Pierre, je serai quand même un petit peu plus radical et je ferai du 90-10. Chez moi, on dit 90 ici en Belgique. Donc si tu veux profiter de mes conseils, il va juste falloir t'y habituer. Donc pendant 90% du temps, tu vas manger anti-inflammatoire et surtout digeste avec les conseils que je t'ai donnés auparavant. Et dans les 10%, tu vas bien entendu chercher à te faire plaisir, à kiffer le moment, c'est hyper important, mais reste avec des choses que tu digères bien. C'est vraiment important que ton intestin soit heureux
quand tu manges, même quand tu fais un peu des écarts, parce que sinon tu risques de le payer trop cher. Et puis surtout, c'est un peu faire 2 pas en avant pour 3 pas en arrière. Pour parler encore de ce niveau de radicalité, il y a un truc qui me semble hyper important, c'est que peut-être que de temps en temps, tu dois faire du 100-0, mais pas pendant très longtemps. C'est-à-dire que quelques jours ou 2 semaines, par exemple, ça peut valoir la peine de faire du très très strict parce que ça peut permettre à ton intestin d'aller mieux, de se soigner, de récupérer et donc après de mieux fonctionner. Et là, je ne parle pas seulement pour ton syndrome de l'intestin irritable potentiel, mais aussi pour ta santé à long terme. Le fait de vraiment bien manger pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines d'affilée, ça peut laisser à ton corps la possibilité d'aller mieux et ça, c'est exactement ce qu'on veut. Et d'ailleurs, c'est exactement dans ce contexte que faire un peu de jeûne, parfois, ça peut valoir le coup pour toi. Je l'ai dit à Marie, je ne pense pas que le jeûne soit une nécessité pour tout le monde. Mais avec les symptômes que tu m'expliques et avec ce que tu veux améliorer dans ta vie, dans ton cas, le jeûne intermittent serait vraiment très intéressant. Le tout, c'est d'y aller progressivement. Commence par faire 14 heures, puis 16, puis 18, puis 20. Et j'aimerais bien que tu testes, après 3-4 semaines, un jeûne de 24 heures. Pas vraiment 24 heures, parce que si par exemple tu manges à 18 heures et que tu termines à 19, le lendemain tu remanges à 18, donc ça fait 23 heures, mais on va dire que c'est une journée complète. L'idée en fait, c'est de vraiment laisser ton système digestif récupérer et favoriser dans ton corps ce qu'on appelle l'autophagie, ce moment où ton corps va aussi pouvoir se soigner lui-même. Tu n'es pas obligé de jeûner tous les jours. Par contre, je te recommande d'attendre d'avoir faim pour manger le plus souvent possible et de jeûner 1 jour sur 2 ou 2 jours sur 3 et de prolonger ça au moins 1 fois par semaine. Les bénéfices santé pour toi vaudront vraiment la peine. D'ailleurs, c'est exactement ce que je vais recommander à Eric et Lila juste après, sauf que eux, comme ils ont plus de difficultés encore que toi, je vais leur demander d'aller un peu plus loin. Eric et Lila, c'est un couple d'une petite cinquantaine d'années et malheureusement, ils traînent des gros problèmes depuis longtemps maintenant. Lila, au quotidien, ça va, mais elle a quand même très souvent des crises de douleurs aiguës au niveau des articulations et des tendons. Et puis, elle fait des migraines terribles. Elle ne sait pas exactement identifier quand et pourquoi, mais quand ça arrive, franchement, elle rigole pas. Elle a tellement mal à la tête qu'elle peut à peine aller bosser. Parfois, elle doit rester couchée dans le noir et les antidouleurs ne suffisent pas. Il est vraiment temps que ça change, d'autant qu'elle sait que ce sont des symptômes inflammatoires importants et que malheureusement, à terme, ça peut devenir encore plus grave. La bonne nouvelle, c'est qu'Eric est un peu dans le même bateau parce qu'en fait, il est obèse depuis très longtemps. Il avait pour habitude de manger énormément de sucre trop souvent et du coup, il est quasiment diabétique de type 2 et surtout, on lui explique qu'il y a une menace de cancer du pancréas s'il continue comme ça. Bref, pour Eric et Lila, il est largement temps de passer à l'action. Et pour eux, c'est clair que mes conseils vont être un peu plus extrêmes, mais à grands mots, les grands remèdes. Bon, Eric et Lila, la première chose à faire, ça va être de diminuer vos index glycémiques et votre charge glycémique, pardon, j'arrive pas à écrire, tout le temps. Le but, en fait, c'est vraiment de diminuer l'impact de tous vos repas sur votre taux de sucre dans le sang. Alors pour vous faciliter la vie, vous trouverez clairement des listes de partout sur internet avec les index glycémiques, etc. J'ai d'ailleurs moi-même consacré une vidéo à ce sujet et aussi un chapitre entier dans mon guide gratuit de l'alimentation anti-inflammatoire. Mais l'idée que je veux que vous reteniez, c'est clairement de diminuer cet index glycémique et cette charge glycémique tout le temps. Qu'est-ce qu'on va faire pour ça? On va augmenter les protéines et on va aussi augmenter les bonnes graisses. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Vous allez manger moins de glucides, moins de sucre. Donc c'est un apport énergétique qui va diminuer. Et ça c'est bien aussi parce que ça va permettre à votre corps de brûler des graisses et parfois d'entrer en autophagie, donc de mieux se soigner. Maintenant, on a quand même besoin de ces acides aminés essentiels et de ces acides gras essentiels que l'on va donc trouver dans les graisses et dans les protéines. Donc soyez certains d'en manger assez. Chacun de vos repas doit être vraiment axé autour de ça. Maintenant, toutes les protéines et toutes les graisses ne sont pas égales et c'est surtout vrai sur les produits animaux, mais aussi les produits végétaux, où vous allez donc chercher à manger le plus naturel
possible. Vous allez par exemple penser à de la viande de pâturage, à des œufs aussi. On va vraiment chercher des œufs de poules qui ont picoré dans la terre, qui ont mangé des vers de terre et qui ont gambadé dans les champs. On va vraiment vouloir le plus de naturalité pour éviter l'excès d'oméga 6, les traitements antibiotiques, etc., etc. Et dans ce contexte-là, il y a certains labels qui valent la peine. De ce que moi je sais, le label rouge et le bleu blanc cœur en France sont vraiment de bonne qualité. En tout cas, leurs produits dégagent cette sensation de qualité et si on en croit ce qu'eux racontent, on peut estimer que le bien-être animal est supérieur, mais également la qualité du produit que l'on va retrouver dans notre assiette. Pour terminer, je parle de label avec du bio, du bleu blanc cœur, etc., etc. Mais si vous trouvez du local fait naturellement, c'est encore mieux. Clairement, si vous avez une ferme dans le coin, si vous avez un marché, si vous avez des gens en qui vous avez confiance, qui respectent leurs animaux et qui leur permettent de vivre le plus naturellement possible, alors c'est encore le mieux. Ça, c'est tout à fait évident. Vous allez éviter un paquet de problèmes inflammatoires qui peuvent se cumuler en fait de repas en repas pour poser de gros problèmes à long terme. Et là où vous en êtes aujourd'hui, il faut mettre toutes les chances de notre côté et ça, c'est un outil de plus pour vous. Eric et Lila, si vous êtes toujours là à ce moment-ci de la vidéo, vous avez vu les conseils que j'ai donnés à Marie, vous avez vu ceux que j'ai donnés à Pierre et en gros l'idée c'est que tout ceci se cumule avec ce que je viens de vous dire en plus. Mais il reste un truc que je voudrais vous dire. Et si on bougeait ? Je ne suis pas en train de dire que vous devez aller faire du crossfit ou que vous devez vous mettre à la musculation intensive. Encore, si ça vous plaît, pourquoi pas. Si vous veniez par exemple dans ma salle de sport, vous seriez pris en charge même si vous n'êtes pas en bonne santé à l'heure actuelle. Surtout si vous n'êtes pas en bonne santé à l'heure actuelle, on ferait très attention à vous. Mais vous pouvez aussi commencer par des choses plus simples. Vous pouvez juste aller marcher ensemble, pourquoi pas. Vous pouvez aussi faire la vaisselle, les courses, toutes ces petites choses qui vont vous mettre en mouvement, qui vont vous mettre sur vos deux pieds, qui vont vous faire bouger. Ça va vous faire énormément de bien pour diminuer tes douleurs, Lila, par exemple, parce que le mouvement, c'est ce qui fait le plus de bien au corps quand on a mal. Bien sûr, le mouvement sans douleur, mais le mouvement petit à petit, avec la thérapie d'exposition. Tu vas un peu marcher, tu vas un peu faire du jardinage, et puis de plus en plus, de jour en jour, de semaine en semaine, et tu vas commencer à sentir les bénéfices. Pour toi, Eric, c'est surtout par rapport à ta sensibilité à l'insuline que ça va être très important. On sait que le mouvement, c'est vraiment un remède anti-diabète hyper puissant. Et un petit exemple que je voulais vous donner en plus, c'était d'aller faire les marchés. C'est quelque chose que j'ai redécouvert en allant récemment dans le sud de la France, où il y a des marchés extraordinaires un peu partout, quasiment tous les jours, et on y trouve des produits de super qualité. Donc on mixe le conseil d'avant avec celui-ci, puisqu'on va aller se balader, flâner et trouver des aliments de super qualité à mettre dans notre repas du soir. C'est juste un win-win énorme. Et d'ailleurs, voici comment structurer votre journée avec tout ce que vous serez allé chercher sur le marché. Au niveau des repas, la première chose, c'est que vous voulez manger moins souvent. 2 fois par jour, c'est l'idéal. Et la base de chacun de ces repas, ça doit être une source de protéines de très bonne qualité, des bonnes graisses aussi, et les légumes seulement que vous digérez. Mais si ça va bien au niveau de la digestion, vous pouvez en manger beaucoup. Et surtout, la bonne nouvelle, c'est que vous pourrez les varier. Là, on va devoir être très prudent. C'est sur l'index glycémique, sur l'impact de ce que vous allez manger sur votre glycémie. Alors, il y a plein de bons conseils dans la vidéo que j'ai faite sur ce sujet exactement. Mais la première chose que vous pourriez faire, c'est démarrer vos repas par vos légumes, ceux que vous digérez systématiquement, mais c'est ce que vous allez manger en premier parce que les fibres vont vous permettre d'abaisser l'impact de votre repas sur votre glycémie. Donc un super exemple, ce serait de démarrer par des petits bâtonnets de crudités variés. Vous les trempez dans du guacamole par exemple pour avoir plein de bonnes graisses avec l'avocat et vous enchaînez avec une bonne source de protéines. Prenez une viande nourrie à l'herbe, prenez du bon poisson sauvage et mangez à satiété. Eric, Lila, vous n'aurez pas le même appétit, vous ne mangerez pas les mêmes quantités. Et comme vous n'allez manger que 2 fois par jour, c'est important que vous vous écoutiez, que vous mangiez assez. Le but étant bien sûr que vous fassiez attention à votre santé, mais manger trop peu, ça va vous causer des problèmes à long terme. En plus de ça, on en parlera juste après, jeûner sera très intéressant pour vous. Il sera donc d'autant plus important que vous soyez bien nourri dans vos fenêtres d'alimentation. Maintenant, à quelle fréquence est-ce que vous devez manger aussi strict
et quand est-ce que vous pouvez sortir de ces cadres. Évidemment, Eric et Lila, vu votre situation, vous devez être plus radicaux si vous voulez voir des changements et si vous voulez créer les bons changements pour vous et qu'ils tiennent à long terme. Alors j'ai parlé de 98, 2. Évidemment, c'est tout à fait arbitraire comme chiffre, mais ce que ça veut dire, c'est que vous n'êtes pas obligé dans un premier temps d'être totalement à 0. On va en parler juste après. Une fois de temps en temps, une fois tous les 15 jours, une fois toutes les 3 semaines, allez vous faire un bon resto, invitez des amis et sortez un peu des cadres. Bien sûr, ça fait du bien, ça lâche un peu la pression. Mais la plupart du temps, j'ai quand même envie que vous soyez dans quelque chose de bon pour vous, d'anti-inflammatoire, vraiment, de bas en index glycémique, de naturel au maximum. Et pourquoi est-ce que je ne parle pas de 100-0? Ou pourquoi peut-être le 100-0 serait ce qu'il vous faut? Là, tout dépend de comment votre corps va réagir à vos progrès. Mais soyons clairs, tous les changements que vous allez commencer à faire, qu'ils soient comme ça ou comme ça, c'est déjà un pas en avant vers un mieux. Et pour renforcer ce que vous allez faire dans votre assiette, le jeûne va être un outil puissant. Voyons comment l'intégrer dans votre cas. Eh bien, vous l'aurez évidemment deviné, Lila, Eric, pour sortir de votre situation difficile, le jeûne peut être vraiment un outil à avoir dans votre poche. D'abord, on a parlé de manger 2 fois par jour. L'idéal serait d'étaler ces 2 repas sur une fenêtre de 4 heures. Par exemple, vous pourrez commencer à manger à 16 heures et terminer à 20 heures et répéter ça de jour en jour, sans hésiter à vous prendre une petite collation de temps en temps ou pourquoi pas une huile de coco dans un café pour faciliter la production de corps cétonique et donc avoir un petit peu plus d'énergie pendant votre jeûne. Et vous verrez que si vous mangez les bonnes choses en quantité suffisante, jeûner deviendra beaucoup plus facile de jour en jour. Et peut-être même qu'à un moment donné, vous voudriez aller plus loin, comme moi je l'ai testé récemment avec un jeûne de 3 jours. 3 jours parce qu'on sait que c'est une durée qui va booster l'autophagie encore plus, ce moment où on va brûler des graisses, ce moment où on va se soigner, nettoyer les cellules en mauvaise santé et donc diminuer radicalement l'inflammation de notre corps. Tous ces bénéfices du jeûne de 3 jours, c'est ce qui moi m'a donné envie de tester et je vous raconte mon expérience personnelle quand j'ai arrêté de manger totalement pendant 3 jours dans cette vidéo. Et puis si ce n'est pas le jeûne à proprement parler qui vous intéresse mais que vous voulez beaucoup plus de conseils sur l'alimentation anti-inflammatoire et même des recettes, vous retrouverez tout ça dans mon guide gratuit qui est juste ici. Mangeons pour notre énergie, profitez pleinement de notre vie avec le niveau de radicalité adapté. Peace.